Pour le coup, bonsoir à tous. On vous propose avec Christophe de vous faire un Rex sur un dispositif de coaching qu'on a mis en place à la Société Générale. On a appelé ce Rex Apprendre le craft en un mois, HELP. Alors évidemment, on n'a pas pris le craft en un mois, vous vous en doutez bien. Par contre, on a essayé de mettre en place un dispositif, on va dire, de coaching intensif. Et c'est ce dispositif-là sur lequel on va vous faire un retour d'expérience. Comment ça va se passer? L'agenda de la soirée, on va se présenter très rapidement. On va ensuite vous présenter le contexte, Société Générale, plus précisément SGSS, et les enjeux, pourquoi on a mis en place ce coaching, quels étaient les enjeux. On vous présentera ensuite le dispositif qu'on a imaginé, comment ça s'est déroulé. Ensuite, on verra les résultats et on terminera en faisant le bilan. On vous donnera quelques takeaways et on vous dira aussi comment ça se passe aujourd'hui, quasiment 6 mois après le début de l'expérience. Et on devrait avoir à peu près 20-30 minutes de questions à la fin. Donc on prendra pas les questions au fil de l'eau. Donc notez bien les questions. Vous pouvez voter dans la partie Q&A et on essaiera d'y répondre à la fin. Alors, qui sommes-nous? Donc je commence par moi. C'est pas très poli, mais ça sera plus simple. Désolé Christophe. Donc moi je m'appelle. Par rigueur. donc moi je suis Jean-Louis Rigaud, je suis coach craft et DevOps. Et je suis intervenu justement à la Société Générale en tant que coach, on va dire technique, sur des sujets autour du craft, mais pas que, aussi sur des sujets autour du continuous delivery. Je suis intervenu à la Société Générale dans le cadre d'un accompagnement. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement qu'on a mis en place ce dispositif de coaching. Donc quand on parle du coach, ça va bien être de moi dont on parle. Comment je pourrais me présenter? Je suis adepte du craft et en particulier tout ce qui gravite autour du clean code, mais pas que. J'ai aussi pas mal d'autres appétences, notamment autour du continuous delivery et de tout ce qui gravite autour de l'écosystème des conteneurs et des applications et plateformes cloud natives. J'ai à peu près 15 ans d'XP en tant que principalement développeur, plutôt back-end, et aujourd'hui développeur, mais je réalise des missions de coaching technique. Aujourd'hui, je suis en train de, si ça vous intéresse, je suis en train de monter une boîte justement qui est dédiée au coaching technique. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. Je serais ravi de pouvoir vous faire le pitch et vous en parler. Dans les autres choses que je fais à côté, je suis le créateur de la conférence qui est le Paris Container Day, sur laquelle aujourd'hui je suis plus dans l'organisation, mais en tout cas j'étais à l'initiative. Et je suis aussi l'organisateur du meet-up DevOps of Containers, auquel je participe peut-être aussi par ailleurs, dans lequel je suis toujours actif et organisateur. Je te laisse la parole, Christophe. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Schreiber. Donc, je suis développeur essentiellement Java depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, surtout du back-end dans le monde de la banque et de la finance, sur beaucoup de legacy. J'ai découvert le craft et l'agilité il y a 10 ans, quasi exactement. Et depuis, je m'efforce de promouvoir ces pratiques dans les différentes missions sur lesquelles je suis intervenu. Et aujourd'hui, j'ai une double casquette à la Société Générale, à la fois de tech lead dans une équipe et de coach craft dans ma tribu. Donc je vais commencer par vous présenter un peu le contexte de notre mission et les enjeux auxquels on a dû faire face. Donc je ne vais pas vous faire une présentation complète de la Société Générale, que vous devez tous connaître. Je vais donner le focus un peu plus particulier sur le domaine où on est intervenu. Donc ça se situe à la Société Générale Security Services, donc qui est l'entité qui gère le métier titre de la Société Générale.
Et c'est une entité, une business unit qui est un peu particulière, puisque depuis le début de l'année, dans une volonté de se rapprocher du métier, enfin de rapprocher l'IT et le métier, c'est devenu une business unit à part entière qui regroupe donc son IT et son métier, contrairement aux autres business units de la Société Générale qui ont plutôt une relation client-fournisseur un peu, on peut dire, avec leur IT, puisque l'IT est une business unit dédiée. Et dans le cadre de cette réorganisation, donc l'IT est devenue une nouvelle entité TTD, donc responsable de tous les projets de transformation digitale et du delivery et de la maintenance de nos systèmes applicatifs. Et cette réorganisation, elle avait aussi pour but de répondre plus efficacement aux besoins des clients actuels et aussi de conquérir de nouveaux clients, et aussi à toutes les contraintes qu'on peut avoir de la part des régulateurs, puisqu'on fait partie des systèmes critiques de la banque, et donc on a fréquemment des nouveaux besoins réglementaires auxquels on doit répondre. Et donc on a une volonté pour répondre à ces besoins de moderniser nos systèmes et d'améliorer aussi nos pratiques de développement pour pouvoir livrer plus rapidement et de manière plus sûre des évolutions sur nos systèmes et garantir aussi la stabilité de notre production. Et un dernier point qui est aussi important, c'est on veut également en profiter pour augmenter notre attractivité, pour pouvoir attirer les talents et surtout pouvoir les retenir par la suite. Donc au sein de cette entité TTD, moi je fais partie de la tribu Clearing and Settlement, CSE, donc qui s'occupe de toutes les applications de la chaîne de règlement livraison des opérations sur titre. Alors historiquement, c'est une organisation qui était assez hétérogène et plutôt silotée, c'est-à-dire qu'on a des équipes réparties dans plusieurs régions géographiques. Donc on a à Paris surtout de la partie des applications C++, à Nantes du COBOL et un peu de Java, et en Inde surtout du Java. Donc on a vraiment plusieurs zones géographiques qui ont chacune leur spécialité. Et globalement, on travaille sur des systèmes qui ont 15, 20 ans, voire plus, et qui sont un peu vieillissants, avec des technologies plutôt obsolètes. Par exemple, on a des applications en C++ 98, donc vraiment des très anciennes versions. Et on est plutôt sur des gros monolithes qui sont difficiles à maintenir. Il n'y a pas de test. La connaissance s'est perdue au fur et à mesure des allées et venues sur les projets. Et pour rien arranger, on avait auparavant une forte séparation entre la partie dev et la partie ops, puisque le delivery était géré par une équipe dédiée et pas par les développeurs. Donc il y a une première étape qui s'est faite où on a voulu remettre un peu les ops au cœur des équipes. Donc ça a permis d'améliorer un peu la connaissance reste encore très ciblée sur ces ops dans les feature teams. Donc là maintenant, on veut aller vers une organisation plus DevOps pour casser définitivement ces silos qui restent encore un peu, et surtout rendre les équipes autonomes et responsables de toute leur chaîne de développement et de delivery. Et on va en profiter également pour améliorer nos pratiques de développement. Et l'idée, c'est devenir un exemple pour les autres tribus de SGSS qui voudraient suivre la même transformation. Donc le projet sur lequel nous sommes intervenus, c'est ce qu'on appelle le projet T2T2S. Donc c'est un projet qui vient de contraintes réglementaires, puisque notre régulateur nous demande de changer tous les formats d'échange de notre application cache. Donc pour ceux qui connaissent le format Swift, on passe du format MT vers MX. Et donc, l'application cache actuelle, c'est un énorme monolithe de plus de 2 millions de lignes de code, je crois, en C++, très difficile à maintenir, sur lequel on a pas mal d'incidents de production, malheureusement, et où le support est assez usant pour les équipes. Et on n'a pas de test, ou quasiment pas de test automatique, donc on a des longues phases de non-régression, et donc forcément, on a peu de livraison. Quand on livre, on a un peu peur aussi de ce qu'on va livrer. Donc quand on nous a dit qu'il fallait changer tous les modules de ce monolithe pour le retravailler et intégrer un nouveau format de fichier, on a un peu eu peur, et donc il a été décidé en collaboration avec le métier de partir plutôt sur une refonte totale de l'application, une réécriture. Et on voulait en profiter non pas seulement pour remettre les technologies à jour, mais aussi pour revoir tout le fonctionnel de l'application avec le métier, pour s'assurer qu'on réponde bien au métier tel qu'il est aujourd'hui et plus comme il était il y a 20 ans. On veut aussi mettre de côté tous les problèmes de dette technique qu'on a accumulés au fil du temps, et cette fois partir sur des bons rails, donc se remettre à l'état de l'art sur les pratiques de développement,
Et on part également sur des technologies plus malléables et plus évolutives. Donc, on met de côté notre gros monolithe C++ et on part sur une architecture plutôt microservice en Java avec des API et on veut mettre en place de l'architecture hexagonale, par exemple. Donc, pour mener à bien ce projet, une équipe a été mise en place. Donc, une équipe qui vient de l'ancienne équipe Cache, en fait. Elle a été extraite de l'ancienne équipe. Donc, il y a 3 personnes, un billet, un développeur et le tech lead qui ont rejoint cette nouvelle équipe. Et de mon côté, je les rejoins en tant qu'expert technique au début du projet pour les aider à mettre en place toute cette nouvelle stack qu'ils ne maîtrisaient pas, toute cette nouvelle architecture qu'ils ne connaissaient pas non plus, et pour les aider également à monter sur les pratiques craft. Parce que dans le cadre des transformations agiles qu'on a connues à la Société Générale par le passé, l'équipe a déjà eu des formations sur les pratiques craft. Ils ont des formations théoriques, ils ont fait des katas. Mais malheureusement, comme leur legacy était pas simple à maintenir, donc ils n'ont pas pu mettre en œuvre tout ça sur leur vrai code de production, parce que c'était coûteux à mettre en place. Il y avait des réticences aussi du métier pour leur donner du temps pour se former et vraiment apprendre ces pratiques. C'était pas vraiment la priorité. Donc là, on veut en profiter pour lever ces freins. Et également, comme je disais, on était sur un legacy en C++, donc on a une équipe de développeurs C++ qui doit maintenant faire du Java, des API, du Spring Boot, du JPA, et toute la stack classique des applications Société Générale actuelle. Donc ça faisait un défi supplémentaire et ils avaient besoin d'accompagnement aussi sur la partie technique. Pour le coup, moi j'arrive dans ce contexte en tant que coach. Et là, on se rend bien compte qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de challenges. Donc, je vais un peu les résumer. On est sur un projet de refonte qui est stratégique. C'est vraiment, c'est un des outils cœur de SGSS qui gère toute la partie cache. Donc, on peut pas se planter. On est sur des besoins réglementaires. On a à la fois une volonté d'améliorer les pratiques de développement, revenir à l'état de l'art. Mais on part avec une équipe qui est aujourd'hui inexpérimentée sur la stack technique, donc qui vient du monde C++. Et en même temps, pour ajouter un petit peu de piment, parce qu'on trouvait que c'était pas assez, il y a le Covid qui vient d'arriver et on démarre la période de confinement. Donc là, c'est super. À ce moment-là, on se dit, les modèles de coaching qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant, Société Générale, allaient peut-être pas suffire. Et il fallait peut-être quelque chose de plus intensif. Un coach qui serait là que de temps en temps et finalement assez loin de l'équipe, ça va pas suffire. Là, il y a vraiment il y a une grosse montée en compétences à faire. La première marche en termes d'apprentissage qui va leur permettre de gagner en autonomie, elle est énorme. Et donc, il va falloir trouver un modèle de coaching différent et innover. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas du coaching vraiment intensif et en immersion dans l'équipe? C'est-à-dire, moi, en tant que coach, de venir carrément dans l'équipe et de faire avec l'équipe. Donc, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire là-dessus. L'intention de départ, on s'est dit, voilà, si on fait du coaching en mode intensif, en immersion dans l'équipe, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à développer une fonctionnalité complète de l'application face à l'état de l'art des pratiques. C'est-à-dire l'idée, plutôt que faire des katas ou autres, c'est des choses qu'on avait déjà fait avec l'équipe, on s'est bien rendu compte que ça marchait pas. Là, l'idée, c'est, voilà, on va s'appuyer sur son backlog, on va prendre une fonctionnalité et on va utiliser cette fonctionnalité et la développer, pas juste utiliser, on va la développer, mais on va la développer à l'état de l'art et en insufflant à la fois la culture et les bonnes pratiques. L'idée, c'est de faire vraiment avec l'équipe. C'est-à-dire, on fait du delivery. Moi, en tant que coach, quand j'ai rejoint l'équipe, l'idée, c'était vraiment de développer cette fonctionnalité ensemble. Donc, la finalité, c'est bien sûr d'aboutir à un produit qui est livrable et démontrable. Également, rappelez-vous les enjeux stratégiques de SGSS. L'idée, c'est aussi de montrer l'intérêt de ces pratiques autour de la qualité logicielle et des bonnes pratiques de développement. Montrer que le craft a un intérêt et que ça sert
ça sert la maîtrise, que cette maîtrise du code va servir à gagner en capacité de délivrer. L'idée également, et notre intention de départ, c'est de mettre le focus vraiment sur une équipe pour ensuite être en capacité d'amorcer une transformation dans l'organisation. Les objectifs de SGSS, c'est de transformer en profondeur l'organisation. Et là, l'idée, c'était vraiment de mettre le focus sur cette équipe en point de départ, mais avec une intention qui était au niveau de l'organisation. Nos stratégies, si on doit la résumer, c'est vraiment s'immerger dans l'équipe, mais tout en allant rechercher un impact systémique. Qu'est-ce qui nous a inspiré? Plein de choses. On s'appuie sur notre expérience passée et sur des choses qu'on a vues par ailleurs, notamment la démarche Wari. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Si je devais la résumer, c'est ces 3 grandes étapes d'apprentissage. La première étape qui consiste à suivre les règles, la deuxième à comprendre les règles, et la troisième à transcender les règles. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'amener l'équipe vers cette 3e étape qui va lui permettre de transcender les règles, et donc de gagner l'autonomie. On s'est beaucoup inspiré aussi de la pédagogie active. L'idée, c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Donc, cette notion de faire avec en immersion, c'est de se dire, voilà, on va apprendre en faisant. On s'est également beaucoup inspiré du manifeste Craft et de ses valeurs. L'idée, c'est vraiment, si vous regardez la tagline en dessous du manifeste Craft, c'est Raise the bar, élever le niveau. L'idée, c'est d'élever le niveau, mais élever le niveau, c'est juste un moyen de redonner de la maîtrise et permettre d'avoir une meilleure capacité de délivrer. Le manifeste Craft, on s'inspire aussi dans la notion de transmission, de compagnonnage. On va faire monter en compétences et donner de l'autonomie aux développeurs dans l'équipe. On s'est inspiré aussi de tout ce qui est autour du rôle de Technical Agile Coach. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais de ce rôle de coach technique qui va vraiment se centrer sur les pratiques de l'équipe et les faire monter en compétences. Donc ça, c'est tout ce qui nous a inspiré. Et à partir des intentions de départ et de ces inspirations, on a imaginé un dispositif. Donc l'idée, c'est, moi en tant que coach, je viens directement dans l'équipe. On va développer ensemble une fonctionnalité du backlog. Donc on a commencé à imaginer quelle serait cette fonctionnalité. On s'est dit qu'il faudrait que ce soit une fonctionnalité qui soit quand même facile à comprendre, plutôt indépendante. Comme ça, on va pas avoir même si on met plus de temps à la développer, c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut parce que l'intention de départ, c'est vraiment de faire monter en compétence l'équipe sur les pratiques, mais qui a aussi des enjeux techniques. S'il n'y a pas d'enjeux techniques, ce serait dommage parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va pas pouvoir montrer. Enjeux techniques, mais aussi avec des règles métiers. Il faut qu'on ait du fonctionnel dedans. Donc des problématiques à la fois de design et des règles métiers à implémenter. L'idée principale, c'est on va utiliser ces fonctionnalités en mettant le focus sur l'apprentissage des pratiques. Et vraiment, c'est un moyen pour apprendre au niveau de l'équipe. Et l'idée, c'est de le faire tous ensemble. Alors, pourquoi le faire tous ensemble? Plusieurs raisons. La première, c'est que ça va nous permettre de partager nos connaissances techniques. Nous, en tant que coach et experts, et au sein de l'équipe, donc avec l'équipe, et inversement, l'équipe on va s'appuyer sur l'équipe et sur ses connaissances, sur sa connaissance fonctionnelle. Nous, avec Christophe, on arrive dans l'équipe, donc on connaît, même si on connaît un petit peu le produit parce qu'on a eu des présentations, on le connaît assez mal précisément et on a besoin de la connaissance de l'équipe qui, elle, la connaît très très bien. Comment ça se déroule? Donc là, on a vu le dispositif, on va vous dire comment ça s'est déroulé. Déjà, comment ça a démarré? Ça a démarré par une session de mob programming. On reviendra sur ce qu'est le mob programming par la suite. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une session de mob programming, finalement, alors déjà, on n'a pas nommé. On a juste, en fait, on a invité toute l'équipe à un meeting en leur disant, venez, on va essayer de développer une fonctionnalité tous ensemble. Et on va le faire tous ensemble en live coding dans une salle, bien qui veut. On a commencé à développer la fonctionnalité. On a commencé à faire du refactoring, à faire des tests, à montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire un peu en TDD, mais sans vraiment le démontrer. Mais on a commencé à montrer une autre manière de développer. Et en face, on a une équipe qui
en fait, on a eu une adhésion quasiment immédiate. Qui s'est dit, mais ouais, c'est hyper intéressant, on a envie d'en voir plus. Donc, ils en ont redemandé après cette première session. Donc, on en a fait une deuxième, hein, tout simplement. Et on a eu la même émulation. Donc, on s'est dit, maintenant, il faut les sanctuariser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, finalement, on a nommé cette pratique. On a expliqué ce qu'était le mob programming, ce que ça apportait. On a amené des règles, un cadre. Et comme je disais, on les a sanctuarisés en mettant en place quotidiennement avec des sessions qui faisaient minimum 2 heures. Donc, avec toute l'équipe, ça ne veut pas dire que toute l'équipe était présente. Venait qui était disponible. Mais en tout cas, à chacune des sessions qu'on a faites, on avait toujours une partie de l'équipe qui était là, ce qui nous permettait de pouvoir avancer sur la user story qu'on avait choisie. Donc, comme je le disais dans le dispositif, l'idée c'était de choisir aussi une fonctionnalité à développer. Là, pour le coup, ça s'est passé un peu moins facilement que l'adhésion qu'on a eue sur le mob programming. Ça s'est fait en plusieurs essais. Le premier essai, on était parti sur une user story qui était la modélisation du compte cache. Alors, ça nous semblait une bonne user story parce que c'était un sujet qui avait déjà démarré. Donc, on s'était appuyé dessus. Et d'ailleurs, c'était sur les premières sessions de mob qu'on avait mis en place, c'était là-dessus qu'on avait enchaîné. Mais on s'est vite rendu compte que c'était aussi une user story qui était purement technique. Donc finalement, c'était pas le meilleur candidat. On n'avait pas assez de règles métiers pour vraiment illustrer les pratiques qu'on voulait mettre en place. Deuxième essai, on a commencé à fouiller un petit peu dans le backlog et à regarder ce qu'il y avait. Et là, on a vu qu'il y avait une user story qui était, alors c'était même plus qu'une user story, c'était une epic, avec plein d'user stories associées, qui était sur la règle des contrôles sur les comptes cache. Donc, on gérait des comptes cache et on avait une user story, un contrôle. Et là, on s'est dit, ça a l'air assez sympa, ça. Pour le coup, c'était bien isolé de tout le reste du backlog et des autres user stories. C'était que des règles métiers, donc ça, c'était génial. Et en plus, on avait un enchaînement de règles, ces règles s'enchaînaient les unes aux autres, donc bien isolées, et en même temps avec un lien qui permettait de voir un peu le tout des règles de contrôle. Et on partait avec des user stories qui étaient pour le coup exprimés en pseudocode, et pseudocode qui était très proche du code legacy. Donc en gros, comme on était, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, sur une refonte, et finalement les user stories qu'on avait mis dans le backlog, on a pris le code C++, on l'a mis dans Jira, en se disant de toute façon c'est la même équipe qui va reprendre, donc en fait on n'a pas besoin d'expliquer plus. Et là, on s'est dit, c'est aussi une bonne opportunité d'aller introduire des pratiques plus sur l'expression du besoin. Pour le coup, le deuxième essai, c'était plutôt un bon candidat parce que ça proposait à la fois des opportunités d'amélioration et à la fois sur l'expression du besoin et donc l'implémentation. Donc, c'était parfait pour démarrer. Donc maintenant qu'on avait une user story à implémenter, on a pu commencer la découverte des pratiques. Donc, comment se passaient nos sessions de mob programming? Donc, pendant les premières, on va dire la première semaine à peu près, donc Jean-Louis et moi-même faisions du live coding pour implémenter petit à petit la fonctionnalité qu'on avait choisie, en leur montrant à chaque fois les pratiques qu'on voulait leur apprendre. Donc, on a fait du TDD, on a vu ce qu'étaient les principes solides. On a mis en place des règles de clean code. On a fait pas mal de refactoring. Donc, on leur montrait un peu comment on pouvait mettre en place ces pratiques et comment ça se matérialisait, ce qu'ils n'avaient pas forcément vu sur du vrai code de production. Ils avaient plutôt vu sur des katas. Donc, on leur apporte notre connaissance technique et eux nous apportaient la connaissance métier parce qu'ils connaissaient parfaitement leur application, ils connaissaient très bien aussi les use cases qu'on avait retenus, donc ils pouvaient nous aider justement à lever un peu certaines interrogations qu'on pouvait avoir. Et un point qui était important aussi pendant ces sessions, c'est qu'on voulait recueillir du feedback en live. On ne voulait pas attendre le lendemain, la semaine prochaine, la fin du sprint pour pouvoir savoir qu'est-ce qui leur avait plu, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qui leur plaisait pas dans notre façon de faire. Ça nous permettait d'adapter en direct le contenu des sessions et aussi des sessions à venir si on voit que les problématiques techniques ne les intéressent pas trop, qu'ils veulent plus aller sur de la modélisation, on va plus aller là-dessus. Donc ça nous permettait vraiment de cibler les sessions suivant leurs attentes et leurs besoins.
Comme on l'a dit tout à l'heure, les user stories étaient aussi très orientées techniques avec du pseudocode hérité du legacy. Donc on a voulu aussi travailler sur cet axe et donc on a amené le métier dans notre initiative. Et pour ça, on a fait des sessions de BDD avec eux pour permettre de définir plus précisément les besoins de notre user story et surtout dégager des cas d'exemple. Donc on s'est réunis en mode Tres Amigos avec le PO, le billet et les développeurs pour échanger sur la user story qu'on avait choisie. Essayer de voir les différents cas qui n'apparaissaient pas dans la story initiale, puisque finalement on avait un morceau de code qui gérait pas en plus tous les cas que le métier a su nous remonter. Et donc on s'est basé sur la méthode de l'example mapping pour vraiment préciser le résultat attendu à partir d'exemples concrets. Donc on a demandé au métier de nous fournir des vraies données qui ont du sens pour eux, des données de production qu'ils connaissent, qu'ils utilisent, qu'ils voient tous les jours. Ce qui a permis d'avoir vraiment des scénarios de test très précis. Et donc l'étape suivante, ça a été de prendre ces scénarios de test et d'en faire l'entrée de nos tests d'intégration qui servaient de test d'acceptance. Donc pendant nos sessions de BDD avec le métier, on a écrit directement le Gherkin, on leur a montré ce que c'était, comment ça fonctionnait. On leur a même fait une petite démo de l'étape suivante qui consiste à automatiser nos tests à partir de ce Gherkin. Donc pour ça, on a mis en place le framework Cucumber, donc qui permet de faire des tests d'intégration, d'acceptance en Java notamment, et qui nous servait également d'avoir ce qu'on appelle une double boucle TDD. Donc c'était nos tests d'acceptance qui nous permettaient de valider que par les itérations successives qu'on allait faire par la suite pour implémenter, on arrivait à valider la fonctionnalité telle qu'attendue par le métier. Alors tout ça, ça s'est pas fait sans douleur. Donc là, on a l'impression que tout est beau, mais en fait, on a eu pas mal de retours très mitigés au début. Bon, c'était prévisible, on s'y attendait un petit peu, mais peut-être pas autant. On a eu des commentaires comme mais ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. On a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement? Donc là, on a eu une petite période de doute quand même. En fait, on s'est rendu compte que les réticences qui existaient précédemment par rapport au craft, donc notamment après que l'équipe ait suivi la formation et qu'elle n'avait pas été appliquée parce que non applicable, finalement, elles étaient toujours là. Elles étaient toujours là et je pense que même avec la démarche qu'on avait commencé à mettre en place, les réticences se sont renforcées, elles se sont accentuées. Parce que finalement, dans notre démarche intensive, finalement, l'équipe a eu, alors soit le métier ou les développeurs, ils ont eu l'impression qu'on imposait un peu les choses. Alors, comment ça s'est matérialisé? En fait, on a eu le tech lead de l'équipe qui a beaucoup freiné l'initiative au début, surtout en raison de sa posture finalement, parce que sa posture de tech lead, de sachant, de référent sur l'architecture, sur le design. On est deux arrivés dans l'équipe et on est en train de dire maintenant, regardez, on va désapprendre, on va apprendre autrement, il y a d'autres façons de faire. Ça remettait en question son rôle. À côté de ça, on avait donc le tech lead de l'équipe, une vision qui était très design first. Donc c'était quelque chose que nous, on a essayé de réfréner. Et surtout de montrer qu'il y avait une autre manière une autre approche qui n'était pas design first, notamment à travers le TD. Côté métier, même chose, pas mal de réticences. Là, plus par rapport aux enjeux. Donc on est sur des enjeux qui sont stratégiques, grosse refonte. Donc c'est vrai que mettre de l'énergie sur des pratiques, pourquoi? C'est trop stratégique, on peut pas. On a des deadlines qui sont serrés, il faut délivrer, c'est pas le moment, c'est pas le bon projet. Donc nous, on avait une vision un peu différente. L'équipe, un peu au départ, avait l'impression qu'on imposait les choses, alors que nous, on était dans une démarche vraiment de démontrer qu'il y avait une autre façon de faire. Donc nous, sur cette première étape d'accompagnement, si on devait conclure, nous, notre stratégie, c'était de rassurer, de démontrer et d'être vraiment dans cette démarche de désapprendre pour permettre ensuite de réapprendre. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape,
c'est la montée en compétences. Donc on va faire un focus dessus. Pour le coup, une fois qu'on a passé un petit peu ces réticences, donc on a l'adhésion de l'équipe, on commence à avoir un peu plus l'adhésion de l'équipe et on se rend compte que en fait le dispositif on va l'améliorer. On s'est rendu compte dans les sessions de mob programming qu'on avait mis en place que par exemple quand on a commencé à faire les tests en ATDD avec Cucumber, en fait il y avait pas mal de setup à faire et que c'était les sessions de mob programming, c'était pas le meilleur endroit pour les adresser. Donc là, je parle du setup Cucumber, mais il y avait d'autres sujets comme les tests d'intégration où on devait s'appuyer sur les API. Là, il y avait aussi pas mal de configurations à faire. Donc, on utilisait Spring Boot, pas mal de choses dans Spring Boot à faire, pas mal de setup. Même chose. Les sessions de mob programming, c'était pas l'endroit pour le faire. Après, lié aussi à l'environnement, tout ce qui est authentification, Société Générale. Là, on devait s'appuyer sur des briques internes. La même chose, des sujets un peu plus techniques de setup. Tout ce qui est lié à la sécurité également. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour faire en sorte que les sessions de mob programming elles soient les plus efficaces possibles et que ce soit vraiment du temps utile pour l'équipe qui soit centrée sur les apprentissages, les nouvelles pratiques. On s'est dit, on va commencer à mettre en place des sessions de pair programming en dehors des sessions de mob pour adresser justement tous ces sujets. Alors, ce qui est bien, c'est que on l'a fait entre nous au début avec Christophe, et puis rapidement, en fait, on l'a fait avec l'équipe. Un développeur de l'équipe en pair programming et on se concentrait sur une problématique technique. Et ça a permis de débloquer des situations ensemble. Et ça, c'était même chose, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant de pouvoir le faire dans une démarche d'amélioration. Le dispositif, il s'est aussi amélioré sur un autre axe. C'est que au départ, on était vraiment à essayer de montrer toutes les pratiques. Et après, on s'est mis dans une démarche un peu plus pragmatique où on s'est dit, on va faire le focus par rapport aux besoins de l'équipe. L'équipe commençait à prendre en main les pratiques, à gagner un peu en autonomie. Et commençait à nous demander, là, par rapport à, j'aimerais qu'on fasse un peu le focus sur le refactoring. Là, les principes solides, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'on peut faire un zoom dessus? Les tests unitaires, les spécificités du langage, parce que n'oubliez pas que on était sur une stack qui était complètement nouvelle pour l'équipe. Donc ça, on a recentré par rapport aux besoins de l'équipe. Les pratiques se sont également approfondies. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que on a commencé à avoir les développeurs qui étaient de plus en plus curieux, qui ont commencé à expérimenter par eux-mêmes. Ils commençaient à nous demander, il y aurait pas un bouquin là sur le craft, sur le clean code, là, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, des articles. Donc ça c'est bien, nous on les a alimentés. Et surtout, ils ont commencé à appliquer ces pratiques qu'ils voyaient en session de mob sur les user stories qu'on avait choisis, à les appliquer sur leurs autres tâches. Donc en dehors des sessions de mob, les développeurs travaillaient sur d'autres tâches, du backlog. Et là, ils commençaient à appliquer ces pratiques également sur les autres tâches. Donc nous, à la demande, en fait, on les a accompagnés justement pour approfondir ces pratiques. Toujours en pair programming, donc avec des sessions là de coaching individuel. Et ce qui était intéressant, parce que c'était centré sur leur quotidien. Et du coup, petit à petit, on s'est rendu compte que l'équipe gagnait en confiance et en autonomie, puisque autant pendant les premières séances de mob programming, ils étaient très spectateurs, donc ils observaient, ils posaient quelques questions, mais sans participer très activement. Au bout d'une ou deux semaines, ils se sont sentis capables, ils se sont proposés de prendre la main pour vraiment commencer à coder par eux-mêmes. Et on a senti qu'ils commençaient à être un peu plus à l'aise aussi avec ces pratiques. Ils les comprenaient et surtout, ils en discutaient. Quand on a commencé à les entendre parler d'une règle de code qu'ils n'avaient pas respectée, qu'ils n'avaient pas écrit tel test pour un cas d'usage qui avait été identifié, on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir un petit déclic. Et en plus, ils étaient plutôt fiers de ce qu'ils faisaient. Ils étaient contents de pouvoir prendre la main, montrer qu'ils y arrivaient. Et donc tout ça a eu un effet boule de neige dans l'équipe, puisque même ceux qui étaient réticents au début, qui venaient pas forcément à toutes les sessions, qui freinaient un peu, notamment le tech lead dont on a parlé, ils sont mis à venir plus souvent, à s'intéresser, à participer, et jusqu'à ce qu'ils prennent carrément la main pour pratiquer lui aussi. Et donc on a vraiment su aiguiser la curiosité de toute l'équipe
petit à petit, donc en leur montrant, en échangeant avec eux pour savoir comment on pouvait adapter nos sessions. Et une fois qu'on était sur cette lancée, que l'équipe était vraiment active dans les sessions et voulait faire eux-mêmes plutôt que simplement suivre ce qu'on leur disait, notre but, c'était justement d'encourager ce bon état d'esprit, ces progrès qu'ils avaient faits, valoriser aussi tout ce qu'ils faisaient, toutes les bonnes discussions qu'ils pouvaient avoir, et puis célébrer ensemble cette réussite. Et pour célébrer ça, l'idée, c'était de ne pas rester dans le cadre de l'équipe, mais de rayonner un peu dans l'organisation, montrer ce qui avait été fait. Parce qu'on est arrivé à la fin de l'expérience au bout de 4 semaines, et donc on a décidé de faire le bilan de ces 4 semaines assez intensives pour l'équipe. Donc, bien sûr, on a commencé par montrer au métier les 2 applications qu'on avait créées, puisque en plus de l'application correspondant à l'EPIC qu'on avait choisi, on a également développé une deuxième application, une API de données référentielles qui était utilisée par notre application métier. Et pour cette démo, on s'est appuyé sur les exemples qu'on avait définis avec le métier dans notre session d'exemple mapping en BDD, ce qui leur a permis de bien voir qu'on avait totalement répondu à leurs besoins. Ils avaient quelque chose de très parlant, très clair. Et donc, tout le monde était satisfait du travail qui avait été accompli. Donc, on avait un produit fini, mais ce qui nous intéressait aussi, c'était la façon dont on l'avait créé. Donc, l'équipe a pris un peu de temps pour réfléchir sur toutes les pratiques qu'elle avait assimilées pendant ce temps-là, tout ce qu'on leur avait montré, tout ce qu'ils avaient fait. Et ils en ont fait un bilan pour voir quels avaient été les bienfaits qu'ils en avaient tirés, qu'est-ce qui s'était bien passé, mais également quelles étaient les difficultés qu'ils avaient eues, qu'est-ce qui était difficile à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'ils pensaient pas trop adapté à leur façon de travailler, et comment on pouvait lever ces freins et s'améliorer. Et bien sûr, ils ont comparé tout ça aussi à leur ancienne façon de faire, pour voir comment ils pouvaient adapter leur façon de travailler pour garder certaines de ces pratiques, suivant la valeur que ça leur apportait. Donc, cette introspection, c'était une première étape nécessaire pour faire le bilan de l'expérience, mais on a proposé à l'équipe d'aller plus loin. On leur a d'abord proposé de faire un retour dans la tribu, donc demander à tous les intervenants du projet de se réunir pour leur présenter les résultats, un REX qui ressemble pas mal à celui qu'on fait aujourd'hui. Et on a profité aussi d'une occasion qui s'est présentée, puisque le top management de TTD se réunissait 2 jours plus tard. Donc, on a demandé à avoir un créneau d'une trentaine de minutes pour pouvoir faire une version condensée de cette présentation, du retour de l'expérience de l'équipe. Et on a également interviewé directement un des membres de l'équipe qui a pu expliquer au manager qu'est-ce qu'il avait ressenti dans cette transformation, qu'est-ce que ça lui avait apporté et qu'est-ce qu'on devait retenir selon lui. Et du coup, tous ces retours, tout ce retour d'expérience que l'équipe a fait, ça lui a permis de vraiment devenir visible au sein de l'organisation. Et surtout, on s'est aperçu qu'elle avait fait pas mal de choses très intéressantes pendant ces 4 semaines et qu'elle avait rencontré des problèmes. Ça c'est certain, et comme elle avait déjà de l'expérience, du coup, ça valait le coup de l'écouter. On lui a tendu une oreille pour savoir quels étaient les freins rencontrés, qu'est-ce qui bloquait dans l'organisation et comment on pouvait améliorer un peu le quotidien des développeurs pour aller vers une démarche de qualité. Et donc le but final de tout ça, c'est capitaliser sur l'expérience acquise par l'équipe pour reproduire le modèle dans d'autres équipes et appliquer une transformation similaire. Là, on s'est rendu compte que l'équipe, elle s'était vraiment appropriée cette nouvelle culture. Christophe le disait, on a profité d'une opportunité d'aller présenter au top management l'expérience. En fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, ils nous ont sollicité parce qu'en fait, l'équipe était déjà rayonnée en fait, et ils avaient envie d'avoir ce témoignage et de savoir comment ça s'était passé. Et en fait, là, on s'est vraiment rendu compte que cette notion de rayonnement et qui permettait d'aller propager un peu cette culture, et c'est quelque chose qui sur un temps très court, l'équipe avait réussi à acquérir. Pour le coup, comment ça se matérialisait? En fait, comme l'équipe avait maintenant le soutien de l'organisation, et en plus elle était super motivée,
elle a eu envie d'aller plus loin. Elle a mis en place une démarche d'amélioration continue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle avait, alors elle n'était pas experte dans toutes les pratiques qu'elle avait pu voir en 4 semaines, ça c'est évident. Mais par contre, elle avait passé une première grande étape qui lui permettait d'être suffisamment, on va dire, mature sur les pratiques pour continuer d'aller les expérimenter et d'aller plus loin. Résultat, moi en tant que coach, je suis devenu dispensable à l'équipe, ce qui était très bien, comme ça j'ai pu aller m'occuper d'autres équipes. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que cette culture craft, elle s'est installée pour de bon, et pas que au niveau de l'équipe. Et quand je parle de culture craft, c'est notamment les doutes que pouvait avoir tout le monde par rapport à la plus-value de ces pratiques. Là, on a vu, on va dire factuellement, que avec des bonnes pratiques, on était capable de délivrer des choses et on a pu les démontrer. Et au-delà de ça, au-delà de l'équipe, cette culture, elle a commencé à se propager tout autour. Donc nous, notre rôle à ce moment-là, Christophe et moi, c'était de maintenir un petit peu de surfer un petit peu sur cette vague, mais d'approfondir aussi, parce qu'il y avait vraiment en 4 semaines, évidemment, on voit pas tout, donc il fallait continuer d'approfondir et de diffuser dans l'organisation. Là, on a vu un petit peu comment ça s'est passé. Maintenant, on va vous montrer les résultats. Donc, l'idée, c'est donc là, les résultats, ça reprend un petit peu ce qui a été présenté justement au top management par l'équipe. Et notamment donc l'idée, c'était de passer en revue. Donc, on avait fait la démo et après, on avait passé en revue toutes les pratiques qu'on avait vues pendant les 4 semaines en expliquant les objectifs, comment le setup qu'on avait mis en place pour pouvoir la mettre en place. Et qu'est-ce que ça avait apporté et les points améliorés, les points d'attention. Donc on va passer les différentes pratiques ensemble. On va aller assez vite, on vous rassure. La première pratique, le mob programming, on en a déjà parlé. Donc pour le coup, le mob programming, c'est quoi? Alors on peut voir ça comme une méthode de développement où on a vraiment toute l'équipe qui travaille sur le même sujet. En même temps, dans un même espace, alors ça fonctionne aussi en remote, nous on n'a pas eu le choix de toute façon, et sur un même ordinateur. L'objectif, pourquoi on a mis en place pourquoi on voulait mettre en place du mob programming, plusieurs objectifs, pardon. Le premier, c'était, on l'a déjà dit, c'était partager les pratiques en apprenant ensemble. Et en même temps, l'idée, c'était que on réfléchit tous ensemble et on fait émerger le design collectivement. Comment ça s'est organisé? Donc, c'est un peu, je redis, une session quotidienne, 2 heures minimum. Toute l'équipe est invitée et on a une personne qui écrit le code et les autres qui l'exécutent. Qu'est-ce qui est ressorti de cette... Donc là, c'est l'équipe de développement, c'est le ressenti de l'équipe de développement à la fin. C'est pas notre conclusion, c'est ce que l'équipe a exprimé à la fin de ces 4 semaines. Donc les points positifs, le partage des problèmes et solutions en continu. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment qui avait de la valeur. Et surtout, ils ont pu aussi rendre palpable la pensée collective. Ils se sont rendus compte qu'en faisant ces mob programming, effectivement, il y avait une vraie pensée collective qui apportait et que ça apportait des meilleures solutions plutôt que d'avoir chaque développeur qui imagine une solution dans son coin. Les points un peu moins améliorés, on s'est rendu compte que des sessions à distance en full remote et dynamique, c'est compliqué. Notamment, c'est difficile d'engager tout le monde. Donc, c'est déjà difficile de faire des sessions de mob programming, on arrive à engager tout le monde quand on est tous au même endroit dans une même pièce. En remote, en temps de pandémie, c'est encore plus compliqué. Donc, on a fait du mob programming, on a fait aussi du pair programming. Donc, le pair programming, on peut voir ça comme une déclinaison du mob programming, sauf que là, on va avoir 2 développeurs qui travaillent ensemble sur un même poste de travail. Et on va avoir des rôles qui sont distincts. On va avoir à la fois d'un côté un conducteur, c'est lui qui rédige le code, et on va avoir le deuxième développeur qui va être l'observateur. Et lui, son rôle, ça va être c'est lui qui va avoir l'œil sur le code et qui va essayer de déceler les imperfections, suggérer des alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en pair programming, ces rôles, régulièrement, ils vont s'échanger. Alors, le pair programming, pour nous, il avait plusieurs objectifs. Un, c'était résoudre les problèmes techniques, préparer les sessions de mob programming pour les rendre les plus optimales possibles et vraiment que ce soit du temps utile pour l'équipe, centré sur l'apprentissage, et aussi approfondir les pratiques en session individuelle. Donc là, c'était plus à la demande.
Comment s'organiser? Donc c'était c'était à la demande, si nécessaire ou à la demande entre chaque session de notre programme. Et donc c'était soit Christophe, soit moi avec les membres de l'équipe. Les points positifs, ça a vraiment rendu les sessions de mob plus efficaces. On s'est rendu compte aussi, les développeurs qui étaient peut-être un peu réticents au fait de travailler en pair, en fait, se sont rendus compte que ça se faisait assez naturellement. Ça permettait vraiment de supprimer les points de blocage. Donc tout ce qui était setup, tout ce qu'on a identifié précédemment, ça a permis vraiment de les supprimer et d'avancer. Et c'était une belle opportunité de faire du coaching personnalisé. Les points négatifs, donc ça rejoint un petit peu le mob programming, c'est que à distance, ça nécessite quand même un outillage spécifique. Il faut partager les écrans. Quand on fait quelque chose sur un écran, il faut le repartager sur le repo de code. Donc des fois, c'est pas pratique et on perd un petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est pas plus efficace. C'est plus efficace quand on est tous les deux face à un PC. Pour rester dans les pratiques d'équipe, une autre pratique que l'équipe Cache ne faisait pas avant, c'est la revue de code. Donc la revue de code, c'est quelque chose de simple. Ça consiste à s'interdire de pousser du code sur la branche de référence, donc on appelle la branche master, tant qu'elle n'a pas été revue par au moins un membre de l'équipe. Donc les objectifs de la revue de code, c'est déjà trouver les problèmes potentiels le plus tôt possible. Donc on a un œil extérieur qui vient s'assurer qu'on n'a pas fait une bêtise. Ça améliore également la qualité de code puisque on va s'assurer que les règles de bon codage qu'on s'est fixé dans l'équipe sont bien respectées, qu'on n'a pas oublié d'appliquer une règle de nommage par exemple, qu'on n'a pas une méthode qui est trop longue. Et le dernier point que ça amène, c'est aussi de partager la connaissance, parce que tout ce qui est fait dans l'application est revu du coup, et ça permet d'échanger avec les autres membres de l'équipe. Donc comment on en a mis ça en place? Alors on a profité des outils qu'on utilise, donc à la générale c'est GitHub, pour les configurer, pour nous empêcher de pousser sur la master. Donc on était du coup obligé de faire de la code review par le biais des pull requests. Et donc à chaque nouvelle fonctionnalité qu'on voulait pousser, il fallait que le code soit revu avec l'auteur pour essayer de comprendre ce qu'il avait voulu faire et discuter ensemble pour voir comment on pouvait améliorer ou corriger des problèmes. Donc les avantages que ça a amené à l'équipe, c'est que c'était simple à mettre en place finalement. C'est vraiment une pratique qui ne coûte pas grand-chose, parce que les pull requests et l'outillage de GitHub sont très performants pour ça. On voit très facilement les changements qu'il y a eu dans le code, donc c'est très visuel, c'est facile. Toutes les décisions d'implémentation qui ont été prises ont été systématiquement revues et validées par l'équipe. Et cerise sur le gâteau, l'équipe qui avait l'habitude de pousser en production tout ce qu'elle arrivait à développer avant, là maintenant, la revue de code l'oblige à réfléchir à est-ce que je vais mettre ça en prod tout de suite, est-ce que je le pousse sur la prochaine version ou pas. Donc elle doit vraiment réfléchir à sa stratégie de versionning. Alors, dans les points négatifs qui nous ont été remontés, la revue de code, finalement, elle fait doublon dans le cas d'une fonctionnalité qui a été développée en pair programming ou en mob programming, puisqu'on a déjà développé ensemble, donc on n'a pas forcément besoin de cette étape de revue, et donc c'est pas forcément nécessaire de l'appliquer. Mais comme on avait configuré l'outil pour la rendre obligatoire, donc on avait un clic supplémentaire à faire. Alors, parmi toutes les pratiques qu'on voulait mettre en place, il y en a une sur laquelle on voulait beaucoup insister, c'était le TDD, Test Driven Development. Donc ça, c'est une pratique de développement dans laquelle on va s'interdire d'écrire du code de production avant d'avoir écrit un test qui échoue. Donc on écrit le test de la fonctionnalité qu'on veut mettre en place. Ensuite, une fois que le test échoue, on va écrire le code minimal pour le faire passer. Et une fois qu'on a un test qui nous protège, on va pouvoir améliorer le code qu'on vient d'écrire en faisant une étape de refactoring. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle Red, Green, Refactor. Et une fois qu'on a terminé ce cycle, donc il peut être très court, ça peut être quelques minutes à peine, on va passer au cas de test suivant et on travaille comme ça par petites itérations successives. Donc l'objectif du TDD, c'est pas juste écrire des tests, c'est surtout un outil de design. Donc on va faire émerger le design de notre application par le biais des tests. On dit souvent que plus le test devient spécifique, plus le code devient générique. Donc on écrit des tests de plus en plus précis et ça nous permet de façonner notre code pour qu'il puisse répondre aux différents cas de test. L'objectif aussi, c'est appliquer les règles de clean code.
puisqu'on fait du refactoring à chaque étape, donc on va vraiment s'assurer qu'on a un code de qualité à chaque écriture de code. Et en bonus, ça nous amène une couverture complète du code. Donc souvent, on retient TDD, c'est la couverture complète, mais c'est juste une des facettes de la pratique. Donc pour mettre en place le TDD, donc là, on n'a pas d'outil qui s'assure qu'on le fait, mais on s'est donné une règle de conduite, un code de conduite qui nous dit on n'écrit pas de code de production sans avoir écrit d'abord un test qui échoue. Et on voulait aussi donner de l'importance à la troisième étape du cycle, le refactoring. Donc on s'efforçait de le faire à chaque fois. Donc les avantages de la mise en place du TDD. Donc, on a un code qui est couvert par des tests, mais surtout par des tests pertinents. Ce n'est pas juste de la couverture de code qui ne teste pas vraiment l'application. Là, on a vraiment des tests qui correspondent au cas métier qu'on veut implémenter. La qualité du code qui en a résulté, elle était indiscutablement meilleure que ce qu'on aurait eu sans, puisque on l'a revu en continu. On a un code qui est plus lisible. Et en plus, ça nous permet d'avoir un code qu'on pourra refactorer plus facilement à l'avenir, puisqu'on a un filet de test qui nous protège. Alors, dans les difficultés rencontrées par l'équipe, il y a ce qu'on appelle la gestion des mocks. Donc, pour tester un composant en isolation, si ce composant a des dépendances, on va utiliser des mocks, donc des fausses implémentations qu'on peut manipuler, configurer à notre envie. Et ça, c'est une approche qui était nouvelle pour l'équipe et qui était assez difficile à mettre en place et à comprendre. Parce qu'il y avait encore une fois, en plus du concept qui était un peu compliqué, il y avait aussi un outillage spécifique et donc beaucoup de choses à apprendre. Et sur le refactoring, il faut savoir se mettre une limite pour ne pas continuer à refactorer quand on arrive à un niveau de qualité satisfaisant. Alors, on a parlé du TDD, on a parlé aussi de l'ATDD tout à l'heure et des double boucles TDD. Alors, l'ATD, on peut voir ça un peu comme l'extension du TDD. L'idée, c'est qu'on vient vraiment découper l'implémentation de la fonctionnalité. Donc, même chose comme le TDD en une section de cycle de développement, sauf que là, on va se concentrer sur l'écriture des tests d'acceptation. Christophe le disait très bien tout à l'heure, ça va nous permettre de valider fonctionnellement qu'on couvre bien tous les besoins métiers qui ont été décrits dans les user stories. Les objectifs, pourquoi on a voulu mettre en place de la TDD, déjà, c'était de renforcer la stratégie de test. L'idée, c'était pas d'avoir que des tests unitaires, mais de montrer qu'on pouvait aussi avoir différents niveaux de tests qui couvrent des besoins différents à différents niveaux. Test d'acceptance, test unitaire. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir valider les fonctionnalités qui sont développées, pas juste l'implémentation, mais vraiment fonctionnellement. Comment c'est organisé? On a transformé tous les scénarios qu'on avait décrits lors des sessions d'example mapping en BDD directement en Gherkin via Cucumber. Et ça a été le point de départ aussi pour l'écriture du code. Donc ça, c'était quand même... Là, je crois que c'était ce que les développeurs, ils ont fait un peu effet waouh là-dessus. C'est qu'on a vraiment commencé par revenir sur le besoin fonctionnel. On a décrit la user story sous forme d'exemple. Et après, grâce à Cucumber, on a généré tout notre code. Donc on est vraiment parti de nos exemples pour implémenter ensuite le code et après sur la deuxième boucle TDD sur les tests unitaires. Donc ça fait partie des points positifs. Structure du code qui peut être vraiment initiée à partir des tests. Et en même temps, ça permet d'avoir une documentation, ce qu'on appelle un peu une documentation vivante. Cette documentation vivante, elle est vraiment portée par ces tests. Et pour le coup, les tests d'acceptance, comme on est sur du fonctionnel, c'est encore plus une documentation. On retrouve vraiment ce qu'on a dans les user stories. L'avantage, c'est que souvent les user stories, une fois que le sprint est terminé, on perd un petit peu les Jira. Là, il suffit d'ouvrir le code et on a tout directement. Les points négatifs d'amélioration, la mise en place, le setup. Là, on est sur des tests d'intégration et c'est quand même assez complexe. Même avec du Spring, du Cucumber, on a plein de frameworks qui nous permettent de le faire. Ça reste complexe. Et deuxième point négatif, en fait, on s'est rendu compte que les scénarios qu'on décrivait en session de BDD, finalement, par rapport à Cucumber et au framework Cucumber, parfois on était obligé de les adapter. Et c'est vrai que ça faisait
du rework qui nous prenait du temps. Donc ça, c'est la partie ATDD qui va donc de pair avec le BDD. Donc là, pour le coup, le BDD, on n'est pas du tout sur une pratique de développement, on est en plus sur une pratique d'expression du besoin faite de manière collaborative. Donc on parle souvent des tres amigos. Donc les tres amigos, c'est les trois rôles qui sont les développeurs, les testeurs et les représentants du métier. Donc on se met tous autour d'une table et on utilise cet outil qui est l'exemple mapping pour décrire l'ensemble des comportements d'un besoin métier, d'une fonctionnalité. On le fait à travers l'écriture d'exemples. Les objectifs, c'était d'améliorer le partage de connaissances, et là de le faire justement avec tous les acteurs, métiers, dev et testeurs. Sachant que testeur, nous dans notre cas, c'était le billet de l'équipe. C'était bien sûr favoriser la collaboration, donc c'était un peu casser ces silos et faire vraiment un travail le plus tôt possible dans la chaîne, le plus en amont possible, tous ensemble, et aussi de mieux comprendre les besoins métiers. Comment on s'est organisé? On a écrit tous les scénarios de tests dans des workshops en mode tres amigos, donc tous ensemble, et on a directement utilisé Gherkin pour écrire ces exemples, donc directement dans le dépôt de code. Et ça, c'était cool. Les points positifs, ça a permis de révéler plein de critères d'acceptation. Donc finalement, on s'est rendu compte que dans les user stories, rappelez-vous, elles étaient écrites en pseudocode, donc c'était pas très orienté exemple. Donc le fait de commencer à parler en exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des critères qui manquaient, donc ça a permis de les révéler. Ça a aussi permis de supprimer tous les doutes, toutes les ambiguïtés qu'on pouvait avoir sur le besoin. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait un besoin qui était très clair. Et bien sûr, comme je disais, ça a permis de casser les silos en impliquant tout le monde. Les points d'amélioration, d'attention. Convaincre des bénéfices, c'est difficile parce que ça représente un investissement qui est vraiment important, et c'est vrai que ça c'est vraiment un point d'attention. Et Gherkin, finalement, nous, ça nous paraît quelque chose un peu évident parce qu'on l'a utilisé par ailleurs. Là, on s'est rendu compte que finalement, la prise en main, elle n'est pas si simple que ça, même si ça paraît un langage assez proche d'un langage naturel. C'est pas un langage naturel, et ça demande quand même de la montée en compétences dessus. Pour revenir sur des pratiques plus techniques, on a aussi mis en place une démarche de clean code, donc du code propre. Qu'est-ce que c'est? Alors, un code propre, généralement, c'est un code qui peut être compris et modifié facilement et par n'importe qui dans l'équipe, pas seulement par la personne qui l'a écrite à la base. Parce que finalement, un développeur, il passe 90% de son temps à lire du code plus qu'à l'écrire, et donc moins il passera de temps à essayer de comprendre ce qu'on a voulu faire à l'origine, plus il sera productif. Et donc, pour faciliter le travail des devs, il faut qu'on ait un code qui soit lisible, un design qui puisse facilement être étendu et qui soit simple à maintenir. Donc, nos objectifs dans cette démarche de mise en place du clean code, c'était déjà de définir les standards de code de l'équipe, puisque finalement, tout le monde n'a pas la même définition d'une bonne pratique de développement et du clean code. Donc, on a passé du temps pour essayer de coucher sur papier notre propre définition. Et bien sûr, le but final, c'est d'améliorer la qualité du code qu'on écrit. Donc, comment on a mis ça en place? Donc, on a sensibilisé l'équipe aux principes solides pour leur expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, très brièvement, ce sont des bonnes pratiques de design logiciel qui permettent de s'assurer qu'on a un code qui est bien découplé, dont les composants sont bien découplés, qu'on peut facilement étendre et qui respecte bien dont les dépendances sont bien gérées, pour faire vraiment très, très rapide. Je l'ai déjà dit quand je parlais du TDD, mais on s'est aussi efforcé de faire du refactoring en continu. Donc à chaque étape de notre cycle TDD, on faisait du refactoring. Et enfin, on met un point d'honneur aussi à ne rien laisser passer. Donc tous les petits problèmes qu'on pouvait voir dans le code, on les nettoyait. Donc on appliquait ce qu'on appelle la Boy Scout Rule, puisque quand un groupe de scouts décide d'installer son camp sur un terrain, quand ils repartent ensuite, ils laissent le camp au moins si propre qu'ils l'ont trouvé. Donc on essaie de faire la même chose au niveau du code. Quand on passe sur du code et qu'on voit un truc qui ne nous plaît pas, on le nettoie. Donc les bénéfices de tout ça, ça a été un code beaucoup plus lisible et
donc facile à comprendre par un nouvel arrivant dans l'équipe, par exemple, ce qui est important aussi. Et un design qui était très facile à faire évoluer parce qu'on avait créé une architecture qui était modulaire et donc pour ajouter des nouveaux contrôles par la suite, c'était très facile. Les difficultés qu'on a eues, ça a été les petites discussions préalables sur la définition du clean code, parce que comme je disais, tout le monde n'a pas la même définition, donc il a fallu se mettre d'accord sur un socle commun qui convienne à tout le monde. Et également, il faut faire attention à ne pas en faire trop, attention à la surqualité, parce que ça peut coûter cher si on passe du temps à toujours pinailler, à essayer d'améliorer un code qui finalement est déjà très lisible et facile à maintenir. Donc le clean code va de pair avec une autre pratique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le refactoring. Donc refactorer du code, ça consiste à le modifier pour l'améliorer, améliorer son design, son implémentation, revoir sa structure pour qu'elle soit plus évolutive, plus simple à comprendre, pour améliorer ses performances aussi si on est dans le cadre d'un algo un peu complexe, mais surtout sans changer son comportement. Ça veut dire que notre code fait la même chose, il a les mêmes fonctionnalités, mais on l'a amélioré. Donc l'objectif du refactoring, c'est d'améliorer la qualité du code jusqu'à arriver à l'état de l'art qu'on s'était fixé. Et un point important, c'est qu'on voulait aussi que ça devienne une partie de la culture de l'équipe, puisque comme ils travaillaient sur un système legacy qui n'avait aucun test, ils étaient plutôt dans un mode, quand le code fonctionne, surtout on ne le touche pas. Et donc là, on voulait leur montrer qu'on pouvait modifier du code qui fonctionne pour l'améliorer, et on voulait que ça devienne un automatisme pour eux. Donc pour organiser ça, je l'ai déjà dit aussi, mais on s'est efforcé de toujours appliquer avec attention l'étape de refactoring du cycle TDD. Et on s'est efforcé de détecter et corriger tous les petits défauts qu'on peut trouver dans le code, ce qu'on appelle des code smells. Donc on a vraiment fait du refactoring en continu. Donc le refactoring, finalement, l'équipe s'est aperçue que c'était pas si difficile que ça, notamment parce que grâce aux autres pratiques qu'on a mis en place, par exemple le TDD, on a des tests qui nous couvrent et qui nous permettent de faire du refactoring en toute confiance sans avoir peur d'introduire des régressions ou casser un code qui fonctionne. Ça a aussi permis de voir que l'équipe qui était arrivée avec sa vision du design qu'on devait mettre en place s'est rendu compte que c'était pas du tout ça qu'on avait fait en fait. On avait quelque chose de totalement différent et finalement plus évolutif et plus simple à comprendre. Et ça les a aussi aidés dans leur apprentissage du langage, puisqu'on a profité du refactoring pour leur montrer certaines petites subtilités du langage qui permettent d'avoir un code plus propre, plus concis et plus élégant. Donc ça les a aussi fait monter en compétence sur la partie Java. Encore une fois, les difficultés qu'on a pu avoir, c'est se fixer des limites, parce que le refactoring, ça peut être sans fin aussi, mais il faut savoir à un moment se dire que là, on a quelque chose qui est bien et qu'on peut passer au test suivant. Et d'ailleurs, parfois, quand on fait des refactorings vraiment profonds, ça peut aussi avoir un impact sur les tests. Donc l'objectif dans ces cas-là, c'est ne pas casser notre filet de test en faisant des petits refactorings successifs qui amènent à notre gros refactoring, ce qui nous permet à chaque étape d'avoir tous nos tests qui sont verts et qui valident qu'on n'a rien cassé. Et malgré tout, on a quand même eu un peu des réticences parce que revoir du code continuellement alors qu'on sait qu'il fonctionne, ça peut être vu comme un peu superflu et ça peut être vu comme du temps perdu. Donc il a fallu vraiment qu'on insiste sur le fait qu'il y avait des bénéfices à en tirer. Et ça a pris un peu d'énergie au début. Une dernière pratique qu'on a introduite, c'est commencer à parler de stratégie de test. Alors, c'est quoi une stratégie de test? En fait, c'est quelque chose qui va définir les différents niveaux de test qu'on va inclure dans notre cycle de développement. Alors, bien sûr, pour assurer la qualité de ce qu'on produit, et à différents niveaux. Donc, ça va du test unitaire jusqu'à on va tester chaque fonction vraiment unitairement, jusqu'à des tests end-to-end, où là, on va tester notre application dans son environnement avec d'autres services, si justement elle s'appuie sur d'autres API, par exemple. Les objectifs pour nous, autour de la pratique de mettre en place une stratégie de test, c'était de commencer à parler de la pyramide des tests. Je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc, quand on dit la respecter, c'est respecter sa base, qui est importante avec des tests unitaires, réduire son sommet sur les tests end-to-end ou du UI.
L'autre objectif, c'était vraiment d'insuffler le fait que les tests, on peut les automatiser et de vraiment les automatiser autant que possible. Et bien sûr, de profiter de ces tests pour aussi améliorer la connaissance sur les pratiques de test. Quel type de test on peut faire, comment on les fait, dans quel cas, qu'est-ce qu'il vaut mieux tester, de quelle manière, etc. Comment s'organiser? Déjà, on a mis en place des règles. On s'est imposé de tester unitairement absolument tous les composants et d'automatiser un maximum des tests, notamment les tests d'acceptance. Donc, c'est les tests qu'on a fait via la pratique de la TDD avec Cucumber. Les résultats, qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc, en positif, on avait une couverture de test qui était juste incroyable, quoi. Je crois qu'à un moment, on était quasiment à 100%, après on a dû redescendre à 99%, quoi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc, on couvrait aussi toutes les couches de l'application. Le gros avantage, et là, c'est vraiment l'équipe qui s'exprime, hein, c'est que, en fait, l'équipe qui avant avait peur de modifier des choses et même qui était dans une culture qui était de dire quand on a fait quelque chose, c'est un peu c'est pour toujours, quoi. Ça marche, pourquoi on reviendra dessus? Là, en fait, ça a complètement changé. L'équipe maintenant pouvait toucher à tout le temps. Donc, vraiment, on avait poussé le refactoring, donc c'était quelque chose qui était vraiment rentré dans la culture de l'équipe et était en capacité de modifier sans crainte tout morceau de code. Et le dernier point positif, c'est que le fait d'automatiser les tests, c'est vraiment quelque chose qui est rentré aussi dans la culture de l'équipe. Et ça venait plus à l'idée à l'équipe de réaliser des tests manuellement. Les points négatifs ou d'attention. Courbe d'apprentissage vraiment importante sur les tests. Donc, on partait d'une culture où il y avait quasiment aucun test. Donc la courbe d'apprentissage a été assez importante. Et aussi les tests d'intégration. Donc là, c'est vrai que c'est des choses, ça demande beaucoup de setup, c'est assez complexe. Et c'est vrai que par moment, on a un peu perdu les développeurs quand on faisait nos sessions de pair programming avec eux pour faire le setup. C'était pas évident de les raccrocher à ce qu'on était en train de mettre en place. Donc, au moment de choisir une phrase de conclusion pour notre Rex, on est tombé par hasard sur une phrase de Robin Sharma, donc qui est un auteur de romans, donc rien à voir avec l'IT, mais ça correspondait bien à ce qu'on voulait dire, puisqu'il dit que tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de ces 4 semaines? Il faut surtout pas sous-estimer les réticences au changement. Au début, on était parti un peu confiant parce qu'on connaissait l'équipe, on se disait que ça allait bien se passer. Et les premiers temps ont été vraiment difficiles, hein. On a failli laisser tomber au bout de quelques jours parce que les freins étaient ultra importants. En fait, ce qui nous a aidé, c'est que dans l'équipe, on a un développeur qui a très rapidement accroché et qui nous a soutenus. Et pour nous, ça a vraiment été primordial parce que il a pu entraîner le reste de l'équipe avec lui. Et donc, sans ce soutien dans l'équipe, ça aurait sûrement beaucoup moins marché. Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, vraiment dans les choses à garder, c'est que le fait d'avoir un coach en immersion, en termes d'impact et de montée en compétences, ça n'a rien à voir avec du coaching traditionnel. Alors c'est sûr, hein, c'est pas le même coup, hein, parce que moi pour le coup j'étais vraiment full time dans l'équipe. Mais donc rappelez-vous, hein, on a fait une expérimentation sur 4 semaines. En 4 semaines, moi j'ai vu une équipe qui allait bien plus loin dans ses pratiques et dans sa maîtrise que des équipes que j'accompagnais par ailleurs sur un mode beaucoup moins intensif et beaucoup moins en immersion. Donc elle a réussi à gagner en maturité et même en autonomie sur certaines pratiques en très très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on a même été impressionné par le résultat là-dessus. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que apprendre une nouvelle pratique, c'est un investissement qui est juste énorme. Alors quand on parle de refactoring, ça va, c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre assez vite et à se mettre dedans. Le TDD, ou même le clean code, si derrière on n'a pas du service après-vente et vraiment passer beaucoup de temps avec les développeurs, ça peut vite s'essouffler, voire disparaître. Donc il faut vraiment, on en parlait tout à l'heure, il faut vraiment soutenir, continuer de permettre à l'équipe d'approfondir, d'aller plus loin et d'essayer de maintenir le niveau pour vraiment
avoir suffisamment de maîtrise dans les pratiques. Le dernier point, c'est que tout ça, en fait, on aurait sûrement pas réussi à le faire si on n'avait pas réussi à embarquer les décideurs avec nous. Et c'est vraiment ça qui nous a, qui a permis de donner à l'équipe et à nous, je nous inclus dans l'équipe, évidemment, les moyens de réussir. Ces 4 semaines, on a eu quasiment carte blanche, parce que aussi c'était 4 semaines, et on nous a dit, allez-y, on vous fait confiance, et on verra le résultat à la fin. Et ils n'ont pas été déçus. Donc là, on arrive à la fin de notre retour d'expérience de ces 4 semaines et on a rajouté un petit bonus pour savoir où en est l'équipe 6 mois plus tard. Et donc, on peut dire que 6 mois après cette expérience, l'équipe s'est vraiment transformée en profondeur et durablement surtout. Donc 6 mois plus tard, on a une équipe qui a une très forte cohésion, un très bon esprit d'équipe. On n'a pas eu de turnover. Au contraire, on a un autre développeur qui a rejoint l'équipe, qui était lui aussi totalement novice sur le Java et sur le Craft. Et l'équipe a su l'accompagner pour l'aider dans sa montée en compétences. Et là, ça fait 4 mois qu'il est dans l'équipe et maintenant il est totalement opérationnel, tout comme les autres membres de l'équipe. Donc elle maîtrise de mieux en mieux son code et également les pratiques qu'on lui avait présentées. Puisque la plupart des pratiques sont toujours en place, que ce soit le pair et le mob programming qu'on pratique régulièrement, le TDD qui est devenu systématique. Maintenant, on ne se pose plus la question, on l'applique. Le clean code, le refactoring, c'est pareil. On a nos critères de qualité qui sont bien définis. D'ailleurs, les code reviews maintenant se passent sont quasiment transparents puisque on applique les concepts qu'on s'est donnés. Donc, c'est vraiment sur des bons rails. Le refactoring, pareil, on n'a pas peur de changer, de faire des refactoring assez importants. Et surtout, l'équipe a mis en place vraiment une amélioration continue puisqu'ils se sont intéressés à d'autres pratiques qu'ils ont commencé à mettre en place sur l'application, notamment l'architecture hexagonale, le domaine driven design, DDD, qui les a pas mal titillés et du coup, ils ont souhaité que je les accompagne dans la mise en place de ces pratiques. Ils s'intéressent aussi à la partie delivery, puisqu'on essaie vraiment de pousser le continuous delivery, de revoir un peu, de challenger l'organisation pour pouvoir aller vers plus d'autonomie sur nos livraisons. Et également, on veut être moteur dans l'organisation sur la partie conteneur, parce qu'on est un peu en retard là-dessus à cause de contraintes légales, on va dire. Et donc, on essaie de pousser pour que ces contraintes soient levées et qu'on puisse aller vers une architecture qui utilise des conteneurs. Alors, tout n'a pas été gardé dans ce qu'on leur a présenté, puisque la partie BDD et ATDD, et dans une moindre mesure les tests d'intégration, l'équipe n'est pas encore 100% à l'aise avec ces pratiques, elle ne les a pas encore bien assimilées. Et donc, on ne les a pas mis de côté définitivement, parce qu'on essaie quand même de se former, notamment nos billets sont formés sur la partie BDD pour qu'on essaie de relancer ça prochainement. Mais pour l'instant, ça a été un peu mis de côté au profit des autres pratiques. Alors, si on fait le bilan 6 mois après, on peut dire aussi que cette transformation au niveau de l'équipe, elle a vraiment eu des impacts à la fois positifs et vraiment concrets. Alors ça s'est vu au niveau de l'équipe. On a des retombées directes au niveau de l'équipe. Déjà par rapport à son expérience qu'elle a acquise. Aujourd'hui, ça valide vraiment les bienfaits du craft. L'équipe en est convaincue. Et pas que. Et quand on dit les bienfaits du craft, c'est pas juste le fait de faire de la qualité pour faire de la qualité. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe, grâce à cette maîtrise de son code, en fait, elle voit qu'elle est en capacité de délivrer, elle est en capacité de s'adapter rapidement aux besoins qui sont exprimés par le métier. Et c'est visible sur sa capacité de delivery. C'est-à-dire que déjà il y a moins de bugs, c'est plus facile à adapter, à changer. Et ça, c'est un ressenti qui est vraiment palpable, concret, direct. Donc ça, c'est au niveau de l'équipe sur sa capacité de delivery. Et le deuxième point, c'est que en dehors, à l'extérieur de l'équipe, que ce soit le management ou le métier, ils ont aussi pris conscience que finalement maîtriser son cycle de développement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aujourd'hui, ça se traduit comment au niveau de l'équipe ? On a une équipe qui
qui est soutenue dans sa démarche d'amélioration continue. Donc, on le disait tout à l'heure, elle avait mis en place, elle a voulu aller plus loin et maintenant, elle est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et aujourd'hui, elle peut expérimenter plus librement. Quand elle a envie de tester des nouvelles pratiques, elle peut le faire. Elle a le soutien du management. Et si elle peut le faire, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment en maîtrise de son code et que c'est visible. Ça, c'est au niveau de l'équipe et on va dire juste autour de l'équipe. Au niveau de l'organisation, les impacts sont aussi positifs et concrets. Le rayonnement dont on parlait tout à l'heure, il est réel. L'équipe, elle fait la promotion du craft au sein de tout SGSS. Et quand je dis tout SGSS, c'est pas que la partie TTD qui est la partie IT de SGSS. Aujourd'hui, elle va vraiment en parler partout. On a d'autres équipes justement au sein de TTD qui aujourd'hui veulent suivre le même chemin. Donc là, on voit vraiment que ça crée de l'émulation. Et pour finir, aujourd'hui, le management, il veut vraiment, il est dans une démarche de vraiment passer cette expérimentation à l'échelle. Que ce soit pas juste une expérimentation, mais d'aller dans une démarche de transformation à plus grande échelle de toute l'organisation. On a fini ce Rex des jeunes, on a pris un peu plus de temps que prévu. Bon, on savait qu'on allait prendre plus de temps que prévu. Mais on a encore du temps, en tout cas, nous on reste dispo avec Christophe pour répondre à vos questions. On a vu qu'il y en avait déjà pas mal. Alors, il y a une question qui m'intéresse, parce que c'est un point où on n'a peut-être pas assez expliqué. C'est sur les. J'ai dit qu'on avait eu des doutes à un moment, et effectivement, au bout d'1 ou 2 semaines, on a failli arrêter l'expérience parce que l'équipe était globalement trop réticente. Parce qu'il a même été demandé aux développeurs de ne plus venir à un moment. Et donc là, ce qui nous a aidé, c'est 2 choses. Déjà, on avait un soutien dans l'équipe. Donc, comme je disais, on a un des développeurs qui a tout de suite accroché et qui nous a vraiment suivi et qui essayait de convaincre les autres membres de l'équipe. Et ensuite, c'était le soutien du management. Le management leur a dit, on vous a donné 1 mois pour faire cette expérience, donc on n'abandonne pas et il faut vraiment aller au bout pour voir ce que vous allez en tirer. Donc sans ça, clairement, on n'aurait peut-être pas réussi à aller au bout des 4 semaines parce qu'on avait des freins importants et le management aide quand même bien à les lever. Dans les questions qui remontent, il y en a une sur le BDD. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer le PO/PPO d'une manière permanente? Est-ce que vous avez réfléchi au coût de maintenance? Non, ce que je disais justement à la fin, le BDD, c'est quelque chose qui n'a pas encore bien pris dans l'équipe et où on a encore besoin de travailler avec le PO justement pour lui montrer les bienfaits et lui montrer que ça coûte pas si cher. Pour l'instant, l'impression qu'ils ont eue, c'est que c'est des réunions supplémentaires, ils sont déjà très chargés et donc ils ont pas mis la priorité là-dessus. Le retour sur investissement sur le BDD, il est vu comme quelque chose de négatif pour le PPO, PO/PPO. Donc aujourd'hui, ils investissent pas plus de temps dessus parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir suffisamment la valeur. Donc effectivement, comme dit Christophe, la stratégie, ça va être de les former pour au moins leur donner l'envie de réexpérimenter pour voir si effectivement ça porte de la valeur. Les questions juste en dessous. Appliquer les best practices, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez garder un niveau d'équilibre entre qualité et livrer des fonctionnalités et de pragmatisme? Donc, je pense que le point, c'est est-ce qu'on est capable de toujours livrer de la valeur tout en mettant focus sur la qualité? Je vais répondre à la question. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que, alors, je l'ai dit plusieurs fois au cours de la présentation, l'idée, c'était pas de donner de la maîtrise et d'apprendre les pratiques juste pour apprendre les pratiques ou faire de la qualité pour faire de la qualité. L'idée, c'était vraiment de donner cette maîtrise dans un objectif qui est de donner de la capacité de delivery à l'équipe. L'idée, c'est vraiment de se dire, avec cette maîtrise de son code, l'équipe va être en capacité de livrer, en tout cas, de livrer plus de valeur. Et pourquoi? Parce que justement, elle va livrer, il y aura moins de bugs dans ce qu'elle va développer. Il y aura aussi, ce sera aussi beaucoup plus simple d'ajouter des nouvelles fonctionnalités parce qu'on a un code qui est très lisible, qui est très modulaire.
bien testé, compréhensible. Et en même temps, s'il y a besoin de donc ajouter des fonctionnalités, corriger des choses, ça va être aussi beaucoup plus simple. Donc on est vraiment donc le pragmatisme, oui, parce que la maîtrise, pour nous, c'est vraiment un moyen. Et dans notre démarche avec l'équipe, c'est ce qu'on disait sur la phase 2 de montée en compétences, on s'est vraiment recentré sur ce qui apportait de la valeur pour l'équipe et pas sur là on a envie de s'amuser sur une pratique ou une autre. Donc on a vraiment regardé ce qui apportait de la valeur à l'équipe pour qu'elle ait vraiment avec cet objectif d'avoir la maîtrise de son code. Les sessions de mob, c'est bien pour partager les connaissances, aussi synchroniser la team. Est-ce que ça a été facile de convaincre le manager que toute l'équipe bosse sur le même sujet? Alors oui, au niveau synchronisation, c'est sûr que c'est une bonne pratique puisque du coup, toute l'équipe travaille en même temps sur la tâche et il n'y a pas besoin d'autres synchronisations en fait, vu qu'on a travaillé ensemble. Alors par contre, est-ce que c'est facile de convaincre le manager? Pas forcément. Alors nous, c'était pas le manager, c'était plutôt la personne qui joue le rôle de chef de projet sur le sujet qui nous disait le mob programming, ok, mais par contre, faut pas y passer toute la journée non plus parce que l'équipe doit avancer sur d'autres sujets à côté. Donc, on a eu des freins un petit peu quand même aussi à ce niveau-là. Et l'idée, ça a été de montrer que c'était vraiment un espace d'apprentissage et de partage et que c'était important quand même de garder cet espace et d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir aller au bout de l'apprentissage des pratiques. Moi, j'ajouterais que l'élément clé par rapport aux réticences qu'on a pu avoir, en tout cas plus métier dans l'équipe sur le mob programming, en fait, on est parti sur une expérimentation de 4 semaines où vraiment on a eu le top management qui nous soutenait complètement en nous disant, voilà, nous on a dit, il nous faut 4 semaines pour expérimenter les choses, on se retrouve dans 4 semaines, on regarde le résultat, si c'est quelque chose qui plaît, on continue, si ça marche pas, on arrête. Et le top management était OK avec ça. Pourquoi? Parce que c'était justement sur une durée qui n'était pas trop longue, 4 semaines. Par rapport aux enjeux de la refonte qui étaient sur toute l'année, finalement, l'impact n'était pas si important que ça. Et donc, on a eu le soutien du management du début jusqu'à la fin de ces 4 semaines. Ce qui faisait un vrai rééquilibre quand on avait que ce soit le métier ou des membres de l'équipe qui freinaient, ça permettait de revenir, oui, peut-être que ça coûte cher, mais allons au bout de cette expérimentation de 4 semaines, et après on fera le bilan et on verra si on continue ou pas. Alors, au vu des tarifs exorbitants que demandent les Coachcraft, quelle serait une alternative low cost pour une petite organisation? Alors, oui, un Coachcraft, ça coûte cher. Donc ça, c'est vrai. Ça coûte cher parce que c'est rare et qu'on est sur une expertise qui est rare et qui est multiple, à la fois en termes de compétences et que ce soit hard skills et soft skills. Donc c'est vrai que c'est un profil qui est très très rare, donc cher. Si on veut trouver des alternatives, là on est sur un mode qui est très intensif. Donc moi je vois 2 alternatives si on veut réduire les coûts. Le premier, c'est être sur une intensité qui est moins importante. Donc on peut faire appel à un coach qui coûte cher, mais par contre il va peut-être accompagner plus d'équipes. Donc on ira moins loin dans les pratiques, ça prendra peut-être plus de temps et on n'aura pas l'impact que nous on a eu là sur 4 semaines, ça c'est sûr. Mais on peut rester dans un mode de coaching intensif en immersion. Donc on garde la base du dispositif, mais par contre sur un temps plus long et avec un coach qui va accompagner plus d'équipes. Donc là, on peut en avoir un peu plus pour son argent, mais ça prendra un peu plus de temps. Ça, c'est le premier axe que je vois. Le deuxième, c'est s'appuyer sur les ressources internes de l'organisation. Nous, on a eu en tout cas dans notre approche, on a eu la chance que Christophe rejoigne l'équipe en tant qu'expert. Et moi, en tant que coach, j'ai pu vraiment m'appuyer sur lui. Aujourd'hui, moi, je suis plus en mission à la Société Générale et c'est vraiment Christophe qui continue, qui a pris le relais sur la partie coaching. Donc, forcément, quand on s'appuie sur des ressources qui sont internes, ça va coûter aussi moins cher.
toute la difficulté et la capacité de l'organisation à détecter ces personnes en interne, les valoriser et les faire monter en compétences. Je pense que la Société Générale permet ça, et ça c'est quand même quelque chose d'assez génial. Et je pense que Christophe, je vais pas parler à ta place, mais je pense que c'était la Société Générale, c'est aussi pour ça. C'est ça. Donc voilà, il faut rendre possible ça. C'est pareil, ça a aussi un coût, ça a aussi un coût initial de rendre possible ça et de faire monter en compétence des gens en interne sur du coaching. Voilà, l'approche qu'on a retenue pour le passage à l'échelle dont on parlait tout à l'heure, c'est le faire sans coach en fait pour les étapes suivantes. Maintenant qu'on a des équipes, au moins une équipe qui a une certaine maturité, elle va pouvoir servir d'exemple, faire des retours aux autres, les assister. Et je vais aussi participer en tant qu'expert technique dans les autres équipes pour les aider à suivre un peu le même parcours, mettre les mêmes pratiques en place, mais sans passer forcément par le même dispositif. C'est juste capitaliser sur l'expertise et la connaissance qu'on a acquis maintenant dans les équipes pour pouvoir se passer de coach et appliquer des transformations similaires dans d'autres équipes de l'organisation. Alors, quelle métrique vous avez utilisée pour démontrer l'impact de votre coaching? Bugs moins nombreux, développement plus rapide, etc. Alors, dans le cadre de l'expérience, je rappelle, elle a duré 4 semaines. Donc en 4 semaines, on n'a pas eu le temps de mettre en place des mesures et on s'est principalement appuyé sur le ressenti de l'équipe par rapport à l'apprentissage de ses pratiques et son ressenti par rapport à sa maîtrise de son code. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est appuyé et c'est donc à travers notamment le témoignage qu'on a fait au management pour voir pour mesurer la différence avant-après. Si en tout cas si demain on devait passer à l'échelle, oui il faut mesurer. Et pour moi, ce qui est important de mesurer, c'est pas forcément la qualité. Ça, c'est un intérêt pour l'équipe pour qu'elle puisse s'améliorer, mais ça va permettre de voir vraiment sa capacité de delivery et sa performance. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est que, je l'ai déjà dit, la maîtrise, elle est là au service du delivery. Et donc, ça sert à rien de mesurer la maîtrise. Ce qu'il faut, c'est mesurer la capacité de delivery de l'équipe. Euh, sur ce point précisément, moi, je vous invite à regarder toute la littérature qui est autour du livre Accelerate et notamment l'étude qui a été faite State of DevOps et de regarder notamment les 4 metrics. Les 4 metrics, ce sont 4 indicateurs qui permettent de mesurer la capacité de delivery d'une équipe et donc indirectement sa performance. Aujourd'hui, moi, c'est en tout cas aujourd'hui, moi, dans ma démarche de coaching technique, je vous le disais tout à l'heure au début, moi, je suis en train de formaliser des offres et de monter une société qui est vraiment dédiée au coaching technique. On mesure notre impact sur la maîtrise à travers la capacité de delivery de l'équipe et on fait ça à partir des 4 key metrics. Donc, on mesure vraiment la capacité de delivery de l'équipe. C'est des indicateurs qui me semblent bien plus intéressants que des indicateurs de maturité qu'on utilise traditionnellement dans le cadre de coaching. Des indicateurs de maturité, que ce soit des échelles ou autres, finalement, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Si on va sur des indicateurs qui sont beaucoup plus factuels, qui sont liés à la performance et à la capacité de délivrer à l'équipe, là, on va pas pouvoir leur faire dire ce qu'on veut. C'est précis, c'est net, et on mesure la capacité de délivrer de l'équipe. Donc aujourd'hui, sur une démarche, si on devait passer à l'échelle sur cette démarche, oui, il faut mesurer. Et plutôt que de mesurer la maîtrise de l'équipe, je me concentrerai plutôt à mesurer sa capacité de délivrer. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu dis, dans le groupe Société Générale, on a des initiatives en ce moment qui visent à promouvoir les pratiques craft et pour mesurer la maturité des équipes et l'avancement du déploiement des pratiques, on va s'appuyer justement sur ces métriques-là, ces 4 métriques qui montrent la capacité de livraison d'une équipe. Merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré pour notre longue présentation. Puis on espère que ça vous a intéressé et que vous aurez envie
suivre des transformations similaires. Et si vous avez des questions, il y avait nos contacts LinkedIn ou Twitter au début de la présentation, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré pour la suite dans vos transformations, si vous êtes actuellement en transformation ou si vous êtes en train d'en démarrer. En tout cas, nous, on a pris plaisir à faire cette présentation. En tout cas, moi, plus personnellement, je vais continuer à prendre du plaisir à aller faire du coaching technique. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur justement cette démarche de coaching intensif, comme l'a dit Christophe, on reste disponible. Moi, je serais ravi de vous parler un petit peu de ce que je fais actuellement et comment comment aujourd'hui, moi, j'ai formalisé des offres de coaching, notamment à partir de cette expérience. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, on reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci encore.